AFC M23, un an après, bilan analytique et perspective. Il y a exactement un an, en janvier 2025, l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars, AFC M23, franchissait un seuil historique dans le conflit qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo depuis 2021. Entre le 26 et le 27 janvier 2025, les forces rebelles, soutenues par l'armée rwandaise, Force rwandaise de défense, FRD, prenaient le contrôle de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, une ville de près de 2 millions d'habitants. Cette victoire marquait l'aboutissement d'une offensive militaire qui s'était intensifiée tout au long de l'année 2024. Pour comprendre l'ampleur de cette transformation, il convient de revenir brièvement sur la situation prévalant en janvier 2024. À cette époque, le M23 contrôlait déjà des zones stratégiques dans les territoires de Rutshuru et Masisi, ayant intensifié son offensive depuis la reprise des hostilités en novembre 2021. Selon les estimations de mars 2024 d'International Crisis Group, le mouvement contrôlait alors environ la moitié de la province du Nord Kivu. Le groupe, formé initialement en 2009 et défait en 2013, avait ressurgi avec une force et une organisation considérablement renforcées. La formation de l'Alliance Fleuve Congo en décembre 2023, sous la coordination de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, représentait une mutation politique majeure. Cette coalition regroupait le M23 avec d'autres groupes armés, partis politiques et mouvements citoyens, avec pour objectif déclaré de refonder l'État congolais. Cette transformation du M23 d'un mouvement purement militaire en une coalition politico-militaire dotée d'ambitions étatiques allait s'avérer déterminante dans les développements ultérieurs. Réalisation majeure de l'AFC M23, 2024 à 2025, A. Expansion territoriale sans précédent. L'année écoulée a été marquée par une expansion territoriale fulgurante de l'AFC M23, dépassant largement les gains réalisés lors de la précédente insurrection de 2012 à 2013. En janvier 2024, le mouvement contrôlait des portions importantes du Nord Kivu. 12 mois plus tard, en janvier 2026, l'AFC M23 domine les deux provinces du Kivu, contrôlant un territoire équivalent à la moitié de la superficie de la Belgique et englobant une population comparable à celle de l'Irlande. Conquête territoriale clé. Janvier 2024, intensification des combats dans les territoires de Nyiragongo et Masisi, près de Goma avril 2024, prise de Rubaya, hub minier stratégique dans le territoire de Masisi juin 2024, capture de Kanyabayonga et Kirimba, première entrée dans le territoire de Lubero janvier 2025, prise de Masisi centre et offensive décisive sur Goma, 26 à 27 janvier. Février 2025, conquête de Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu, 16 février, mars 2025, capture de Walikale, riche en ressources. Minéral décembre 2025, prise d'Uvira, verrou stratégique du Sud Kivu. Cette progression territoriale s'est accompagnée d'une professionnalisation militaire remarquable. Contrairement à 2012, où le M23 ressemblait davantage à une milice hétéroclite, le mouvement dispose désormais d'une armée structurée, bien équipée et entraînée. Les rapports de l'ONU d'avril 2024 estimaient la présence de 3 000 à 4 000 soldats rwandais combattant activement aux côtés du M23, dépassant les 3 000 combattants estimés du mouvement lui-même. En octobre 2025, les effectifs du M23 étaient estimés à 22 000 combattants, faisant de ce mouvement la plus importante rébellion en RDC depuis la Deuxième Guerre du Congo. B. Construction d'un appareil étatique parallèle. Au-delà des conquêtes militaires, la réalisation la plus significative de l'AFC M23 réside dans l'établissement d'une administration parallèle sophistiquée dans les territoires sous son contrôle. Cette stratégie de construction étatique, state building, distingue fondamentalement cette insurrection des précédentes. Structure gouvernementale installée. L'AFC M23 a procédé à au moins 90 nouvelles nominations à des postes de haut niveau dans son administration civile en 2025, sur un total estimé de 125 postes stratégiques dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Ces nominations couvrent l'ensemble des fonctions étatiques. Gouverneurs provinciaux et cabinets ministériels dans les deux Kivu services de sécurité, police, renseignement, justice militaire administration publique, magistrats civils et militaires, chefs de division provinciale services techniques, santé publique, éducation, affaires sociales chefferie traditionnelle, nomination ou confirmation de chefs coutumiers. Cette administration ne se limite pas à une façade symbolique. Elle exerce des fonctions régaliennes concrètes, délivrance de permis, perception d'impôts, réglementation du commerce, maintien de l'ordre, administration de la justice. Dans certains secteurs, notamment à Goma et Bukavu après leur prise de contrôle, l'AFC M23 a méthodiquement démantelé les structures étatiques congolaises pour les remplacer par ses propres institutions. Ces contrôles stratégiques des ressources minières. L'une des réalisations les plus lucratives de l'AFC M23 concerne le contrôle des zones minières stratégiques de l'Est congolais, particulièrement riches en minerais critiques pour l'industrie technologique mondiale. La mine de Rubaya, un joyau stratégique.
La prise de Rubaya en avril 2024 constitue un tournant économique majeur. Ce site abrite l'un des plus riches gisements de coltan au monde, représentant environ 15% de la production mondiale et la moitié des exportations congolaises de ce minerai. Le coltan, dont on extrait le tantal, est essentiel à la fabrication des condensateurs utilisés dans les smartphones, ordinateurs et équipements électroniques. Selon le rapport du groupe d'experts de l'ONU de janvier 2025, l'AFC M23 a établi à Rubaya un système sophistiqué de contrôle de l'extraction et du commerce. Création d'un ministère de l'exploitation minière délivrant des permis aux creuseurs et opérateurs contre des redevances annuelles, 25 à 250 $, doublement des salaires des creuseurs pour maintenir la production contrôle totale des routes d'acheminement du coltan vers la frontière rwandaise, taxation de la production et du transport générant au moins 800 000 $ mensuels, exportation d'au moins 120 tonnes de coltan par mois, soit environ 150 tonnes frauduleusement exportées vers le Rwanda. Et mélangé à la production rwandaise. Autre zone minière contrôlée. Walikale, riche en coltan, or et cassitérite, notamment la mine de Bizi, l'une des plus riches en étain au Mont de l'Omra, Sud Kivu. Exploitation aurifère entre février et août 2025 avec imposition d'une taxe de 30% Nyabibou, hub minier pris en février 2025. Ce contrôle des ressources minières procure à l'AFC M23 des revenus substantiels qui financent ses opérations militaires et son administration civile, créant un cercle vicieux d'autorenforcement économique et militaire. Des percées diplomatiques et légitimation politique. Sur le plan diplomatique, l'AFC M23 a réalisé des avancées significatives en obtenant une reconnaissance de facto comme acteur incontournable du processus de paix. Processus de Doha. 19 juillet 2025. Signature d'une déclaration de principe avec le gouvernement congolais établissant un cadre pour un cessez-le-feu 14 octobre 2025. Accord sur un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu 15 novembre 2025. Signature d'un accord-cadre censé ouvrir la voie à des négociations de paix globales. Ces accords, bien qu'imparfaitement respectés, placent l'AFC M23 sur un pied d'égalité diplomatique avec le gouvernement congolais, légitimant de facto le mouvement comme acteur politique majeur. Processus de Washington. Parallèlement, l'accord signé le 4 décembre 2025 entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis reconnaît implicitement le poids régional des forces soutenant le M23, même si Kigali continue officiellement de nier son implication directe. L'AFC M23 a également fait entendre sa voix sur la scène internationale, avec son secrétaire permanent Benjamin Bonimpa proposant en juillet 2025 le fédéralisme comme forme de gouvernance pour la RDC, une position qui va bien au-delà des revendications traditionnelles des groupes rebelles et révèle des ambitions politiques de transformation structurelle de l'État congolais. Défis et obstacles rencontrés à résistance militaire et régionalisation du conflit. Malgré ses succès militaires impressionnants, l'AFC M23 a fait face à une résistance persistante et à une régionalisation préoccupante du conflit qui complique sa consolidation territoriale. Opposition militaire multiforme. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, bien qu'affaiblies et fréquemment en repli, n'ont pas capitulé. Elles ont bénéficié du soutien de plusieurs acteurs. Forces de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, déploiement de contingents tanzaniens, malawites et sud-africains Burundi, engagement massif de la Force de défense nationale du Burundi, FDNB, particulièrement au Sud Kivu, perçu comme une menace existentielle pour Bujumbura-Wazalando, Patriote, coalition hétéroclite de milices pro-gouvernementales créée en 2023, concentrée près des zones contrôlées par le M23. Cette résistance multilatérale a imposé à l'AFC M23 une guerre d'usure coûteuse. Les combats, particulièrement intenses dans les territoires de Masisi, Walikale, Rutshuru au Nord Kivu et Kalehe, Walungu au Sud Kivu, ont causé d'importantes pertes civiles et militaires. Selon les Nations Unies, au moins 900 décès et près de 3000 blessés ont été enregistrés dans les combats autour de Goma fin janvier 2025. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a documenté au moins 319 civils tués par les forces M23 entre le 9 et le 21 juillet 2025, lors d'opérations contre les FDLR. Risque de guerre régionale. L'implication croissante du Burundi, dont des soldats ont été tués au combat contre le M23 en décembre 2025, et les tirs ayant touché le territoire burundais depuis Uvira, situé à moins de 30 km de Bujumbura, font craindre une escalade régionale. Les Nations Unies ont à plusieurs reprises alerté sur le risque d'embrasement d'un conflit qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région des Grands Lacs. B. Crise humanitaire catastrophique. L'expansion de l'AFC M23 s'est accompagnée d'une crise humanitaire d'une ampleur dramatique, qui constitue à la fois un défi moral et un obstacle potentiel à la légitimité du mouvement. Déplacement massif de population. Les chiffres du Displacement Tracking Matrix, DTM, de mars 2025 illustrent l'ampleur du bouleversement démographique. Plus de 7 millions de personnes déplacées en RDC, dont une proportion importante dans les Kivu en janvier 2025, plus de 100 000 personnes déplacées en moins d'une semaine dans le seul territoire de Masisi en mars 2025,
Environ 1,8 million de personnes contraintes de retourner dans leur lieu d'origine, souvent sous la pression de l'AFC M23. L'offensive sur Goma a provoqué des scènes chaotiques. Des milliers de civils ont fui vers la frontière rwandaise. Le cluster CCCM ne recensait plus que 11 024 personnes dans une cinquantaine de centres collectifs à Goma en mars 2025, contre des centaines de milliers auparavant, témoignant soit de déplacements massifs, soit de retours forcés. Exactions et violations des droits humains. Les rapports d'organisations internationales documentent des violations graves du droit international humanitaire. 27 janvier 2025. Évasion de la prison de Minzanz à Goma, où plus de 100 femmes détenues auraient été violées et brûlées vives par des détenus masculins dans le chaos de la prise de la ville. Exécution sommaire documentée par le Bureau des droits de l'homme de l'ONU. Violences sexuelles liées au conflit rapportées de manière récurrente. Bombardements indiscriminés. Utilisation de roquettes de 122 mm dans des zones densément peuplées en mai 2024. Human Rights Watch a alerté en décembre 2025 sur une crise humanitaire critique après la prise du Vira. Médecins sans frontières, présent dans les hôpitaux de Masisi, Nyabiondo, Minova et Nimbi, a traité des centaines de blessés et fourni un refuge à des milliers de civils cherchant protection dans les établissements de santé. Insécurité alimentaire. Selon les Nations Unies, plus de 27,8 millions de personnes en RDC souffrent d'insécurité alimentaire, une situation exacerbée par le conflit dans les Kivu qui perturbe l'agriculture et les chaînes d'approvisionnement. Menace des engins explosifs. La contamination par des engins non explosés constitue un danger persistant. Le cluster éducation a répertorié 34 écoles contaminées à Goma et ses environs, et 22 au sud Kivu. Entre janvier et février 2025, 70 décès par engin explosif ont été comptabilisés, dont 37 au sud Kivu et 33 au nord Kivu. C'est isolement diplomatique et sanctions. Malgré ses percées au processus de Doha, l'AFC M23 et ses soutiens présumés font face à un isolement diplomatique croissant et à des sanctions internationales. Sanctions américaines et européennes. Août 2023. Sanctions américaines contre le général rwandais Andrew Nyanvimba pour son rôle présumé dans le soutien au M23. Décembre 2024. Le Trésor américain impose des sanctions ciblant le financement du M232025. L'Union européenne maintient des sanctions contre des responsables impliqués dans le conflit. Accusation de crimes de guerre. En octobre 2024, le procureur de la Cour pénale internationale, CPI, Karim Khan a ouvert une enquête sur les crimes de guerre commis depuis janvier 2022 dans le Nord Kivu. Cette enquête vise tous les auteurs présumés, y compris potentiellement les dirigeants du M23. Les accusations incluent exécutions sommaires, violences sexuelles, déplacements forcés et autres violations graves du droit international humanitaire. Condamnations onusiennes. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à plusieurs reprises à des sanctions contre les dirigeants du M23 et implicitement visé des responsables rwandais. Les rapports successifs du groupe d'experts de l'ONU, avril 2024, juillet 2025, décembre 2025, documentent de manière détaillée le soutien militaire rwandais, l'exploitation illégale des ressources minières et les violations des droits humains. Dénonciation régionale et internationale. Le Parlement européen a organisé en décembre 2025 une session d'information sur la situation dans l'est de la RDC, où l'ambassadeur congolais a alerté sur le risque de régionalisation. Les États-Unis et le Qatar, médiateurs respectifs des processus de Washington et Doha, ont dénoncé en décembre 2025 les violations répétées des processus de paix. Des poursuites judiciaires ont été initiées, notamment par la RDC contre Apple en décembre 2024, accusant l'entreprise d'utiliser des minerais illégalement extraits du Congo. D. Fragmentation du front diplomatique et stagnation des négociations. Bien que l'AFC M23 ait obtenu une place à la table des négociations, les processus de paix se sont révélés largement inefficaces, créant une situation d'entre-deux préjudiciable. Échec du processus de Luanda. Le processus de médiation angolais, qui avait conduit à un cessez-le-feu en août 2024, s'est effondré après que le président rwandais Paul Kagame n'ait pas assisté au sommet tripartite prévu le 15 décembre 2024 à Luanda. Cette absence a renforcé les soupçons que l'implication rwandaise dans l'est de la RDC était davantage motivée par des intérêts économiques, accès aux ressources minières, que par des préoccupations sécuritaires légitimes liées au FDLR. Violation répétée des accords. Malgré l'accord de Washington du 4 décembre 2025, les combats se sont intensifiés immédiatement après, culminant avec la prise du Vira quelques jours plus tard. Les cessez-le-feu annoncés par le M23, notamment en février 2025, se sont effondrés presque immédiatement et l'accord cadre de Doha du 15 novembre 2025 n'a produit aucune avancée concrète selon les observateurs. Instrumentalisation des négociations. Selon le quotidien d'Africa Intelligence, les deux camps, gouvernement congolais et AFC M23, exploitent la médiation à Doha pour préparer une reprise des combats, révélant une logique de confrontation plutôt qu'une recherche sincère de résolution du conflit. L'annonce du retrait du M23 du Vira en décembre 2025, contestée par Kinshasa qui y voit une manœuvre de diversion pour réduire la pression internationale sur le Rwanda, illustre cette duplicité.
4. Évolution stratégique et changement d'approche à. Passage d'une logique militaire à une stratégie de construction étatique. La transformation la plus significative de l'AFC M23 au cours de l'année écoulée réside dans le passage d'une stratégie purement militaire à une approche intégrée combinant conquête territoriale et édification d'un appareil étatique. Avant janvier 2024, le M23 opérait principalement comme un groupe rebelle classique, contrôlant des zones mais sans véritable projet de gouvernance structuré au-delà du maintien de l'ordre et de la taxation informelle. Après janvier 2025, avec la prise de Goma et Bukavu, l'AFC M23 a systématiquement déployé une administration parallèle complète. Selon le rapport du groupe d'experts de l'ONU de décembre 2025, le mouvement cherche à se positionner comme une alternative viable à l'État congolais en matière de gouvernance par la mise en place systématique de structures administratives, judiciaires, fiscales et sécuritaires de type étatique. Cette approche révèle une ambition d'autonomisation voire d'indépendance de facto des zones contrôlées. Le secrétaire général adjoint de l'ONU Jean-Pierre Lacroix avertit en décembre 2025 que les développements récents font peser un risque sérieux de fragmentation progressive de la République démocratique du Congo, notamment sa partie orientale. Manifestations concrètes. Nomination de gouverneurs provinciaux et de cabinets complet, création de services publics fonctionnels, santé, éducation, établissement d'une police et de services de renseignement, mise en place d'un système judiciaire, tribunaux, magistrats, organisation de la fonction publique avec des centaines de recrutements, réglementation économique, notamment dans le secteur minier. B. Professionnalisation militaire et intégration régionale. L'armée de l'AFC M23 a connu une transformation qualitative majeure, passant d'une milice à une force militaire structurée et professionnelle. Renforcement des capacités. Effectifs. Quadruplement des troupes actives depuis début 2025, atteignant environ 22 000 combattants en octobre 2025. Entraînement. Formation militaire renforcée avec l'annonce en octobre 2025 du recrutement et de la formation de plus de 9 000 nouveaux commandos équipements. Accès à des armements sophistiqués incluant artillerie lourde, véhicules blindés avec radar, systèmes de missiles antiaériens, drones de combat tactique, utilisation de guerre électronique, coordination opérationnelle. Avancée. Soutien rwandais systématisé. Les rapports de l'ONU établissent que les forces rwandaises de défense, FRD, ont joué un rôle déterminant non seulement dans le soutien logistique, mais dans le commandement opérationnel des offensives majeures. Les FRD auraient pris de facto le contrôle et la direction des opérations du M23, selon le rapport d'avril 2024. Les estimations de juillet 2025 parlent de 4 000 à 7 000 soldats rwandais combattant au Congo, avec des pertes significatives attestées par l'expansion du cimetière militaire de Kanombe à Kigali, où au moins 600 tombes auraient été creusées depuis le début de l'offensive. Coordination régionale. Le rapport de l'ONU de juin 2024 met en lumière les relations que l'Ouganda entretient avec le M23, permettant aux rebelles et aux troupes rwandaises de transiter sur le territoire ougandais. Des dirigeants du M23, dont Sultani Makanga et Corneille Nangaa, se rendent régulièrement en Ouganda, suggérant un réseau de soutien régional dépassant le seul Rwanda. C'est exploitation économique sophistiquée des ressources. L'approche de l'AFC M23 en matière de ressources minières a évolué d'une simple prédation vers un système d'exploitation structuré et quasi légal. À Rubaya, modèle d'exploitation systématique. Bureaucratisation. Création d'un ministère minier délivrant des permis officiels avec tampon et signature, fiscalisation. Système de taxation transparent avec redevance annuelle et taxes sur les transactions monopoles commerciales. Contrôle strict des acheteurs autorisés et des routes d'exportation, d'incitation économique. Doublement des salaires des creuseurs pour maintenir la production infrastructure. Travaux forcés, Salongo, pour construire et élargir les routes. D'acheminement, point blanchiment et exportation. Le coltan extrait de Rubaya est systématiquement exporté vers le Rwanda, où il est mélangé à la production rwandaise, permettant son blanchiment avant exportation vers l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Ce système de contamination des chaînes d'approvisionnement, décrit par l'ONU comme la plus grande contamination de ce type enregistrée au cours des 10 dernières années dans la région des Grands Lacs, implique de multiples acteurs privés et étatiques. Expansion du contrôle minier. Au-delà de Rubaya, l'AFC M23 a systématiquement ciblé les zones minières dans ses conquêtes. Walikale, coltan, or, cassitérite, Lomra, or, Nyabibou, témoignant d'une stratégie délibérée d'acquisition de ressources pour financer ses opérations et son administration. D. Positionnement politique et narratif idéologique. L'AFC M23 a considérablement affiné son discours politique et son narratif de légitimation. Du tribalisme au réformisme structurel. Si le M23 originel, 2012 à 2013, était principalement perçu comme un mouvement de défense des intérêts Tutsis du Kivu, l'AFC actuel se présente comme une coalition multiethnique visant la refondation de l'État congolais. La proposition de fédéralisme avancée en juillet 2025 va dans ce sens, suggérant une transformation constitutionnelle de la RDC plutôt qu'une simple intégration dans les structures existantes. Narrative de gouvernance efficace.
Dans les zones contrôlées, l'AFC M23 met en avant le rétablissement de l'ordre et de la sécurité, la fourniture de services publics, santé, éducation, la régulation de l'activité économique, particulièrement minière et l'élimination de la corruption par rapport à l'administration congolaise précédente. Certains témoignages de mineurs de Rubaya, comme celui de M. Mtunzi rapporté par le Christian Science Monitor, expriment une préférence pour l'administration M23 par rapport aux milices précédentes. Déni et contre-narrative. L'AFC M23 a systématiquement rejeté les accusations d'exaction, qualifiant les rapports de l'ONU et des ONG de propagande. Le coordonnateur adjoint de l'AFC a fermement démenti les accusations du haut-commissaire de l'ONU concernant le meurtre de 319 civils en juillet 2025. Le mouvement a également nié les allégations de recrutement forcé à Goma après la prise de la ville. Perspectives et scénario futur. Options diplomatiques et leurs probabilités. L'analyse du Center on International Coopération de l'Université de New York présente 5 scénarios possibles pour l'issue du processus de Doha, du plus favorable à la RDC au plus favorable au M23. Scénario 1, victoire diplomatique congolaise, désarmement complet du M23, intégration des combattants dans un programme DDR, désarmement, démobilisation, réintégration, poursuite judiciaire des dirigeants pour crimes de guerre. Probabilité, très faible. L'AFC M23 est en position de force militaire et dispose d'une administration territoriale consolidée rendant improbable une capitulation pure et simple. Scénario 2, intégration partielle. Intégration sélective de certains éléments du M23 dans les FARDC, désarmement des autres, amnistie limitée pour les dirigeants. Probabilité, faible. Les précédents d'intégration, accord de 2013, ont échoué, et le M23 actuel dispose d'un levier bien plus important qu'en 2013. Scénario 3, accord hybride. Reconnaissance de l'AFC M23 comme parti politique, garantie de sécurité pour la communauté Tutsi, autonomie régionale limitée, partage du pouvoir local. Probabilité, modérée. Ce scénario correspondrait à un compromis réaliste, mais se heurte à l'opposition publique congolaise et aux ambitions apparentes du M23. Scénario 4, fédéralisme négocié. Transformation constitutionnelle de la RDC vers un système fédéral, autonomie substantielle des provinces du Kivu sous administration AFC M23. Probabilité, modérée faible. Cette option, proposée par l'AFC M23, nécessiterait une refonte constitutionnelle difficile à faire accepter à Kinshasa et à l'opinion publique congolaise. Scénario 5, partition de facto. Consolidation du contrôle de l'AFC M23 sur les Kivu, reconnaissance implicite d'une autonomie quasi totale, relation d'État à État avec Kinshasa. Probabilité croissante. La trajectoire actuelle d'établissement d'administration parallèle et l'avertissement de l'ONU sur le risque de fragmentation progressive suggèrent que ce scénario se réalise graduellement.